Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz qui va revenir autour des trois principaux sujets. D'abord, la marche annoncée par Martin Fayoulou et son parti politique, les CID. C'est mercredi 14 octobre 2020, une marche qui a été interdite par Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, mais c'était sans toutefois s'attendre à l'opposition également de Martin Fayoulou qui a décidé de braver la police. Il a marché, la police a crevé les pneus de son véhicule. On va tenter de décortiquer cette question. Pourquoi doit-on brutaliser quelqu'un qui manifeste pacifiquement? On va aussi prendre l'audience qu'a accordé le président de la République, Félix Tshisekedi, au président des deux chambres du Parlement, je cite ici, Janine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba, dans les dossiers qui concernent la Cour constitutionnelle. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On va tenter de décortiquer, d'analyser également cette question au cours de cette émission. Et puis, on va chuter avec l'interview du ministre de la décentralisation, Azaria Sourouberois, qui a fixé l'opinion en ce qui concerne l'affaire Minembwe. Et pour évoquer ces trois sujets, je reçois sur ces plateaux Héritier Ngachi, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci pour l'invitation. Et je salue tous les Congolais de partout dans le monde qui me réclament de plus en plus à prendre part dans vos émissions pour bien évidemment contribuer à la construction de l'édifice qui est notre grand Congo. Comment allez-vous? Je vais relativement bien, un peu au rythme du pays. Vous savez que le dollar est à 20, il y a l'insécurité à l'est. 25-50 même. Vous avez les Kuluna ici à Kinshasa, la pauvreté qui bat son plein, et donc dans cet environnement, il en va de soi que nous n'allions pas bien. Nous marchons avec le rythme de ces pays. Voilà pourquoi nous voulions que les choses changent véritablement pour améliorer notre condition de vie et notre bien-être, mais aussi de nos générations futures. Très bien, parlons actualité. Martin Fayoulou et les CID ont organisé une marche, c'est mercredi 14 octobre. La marche avait été annoncée au cours d'un point de presse tenu la semaine passée à Faden House. Malheureusement, Martin Fayoulou a rencontré sur son chemin une police brutale, agressive et violente. La marche avait été interdite, certes, mais là, on a crevé les pneus de la Jeep de Martin Fayoulou. Et l'homme a décidé d'aller jusqu'au niveau de l'échangeur pour qu'on puisse réparer sa voiture. Est-ce que du temps de Félix Tshisekedi, on peut encore assister à des scènes pareilles? Merci pour la question, mais avant d'en arriver, laissez-moi placer deux mots sur mes convictions politiques. Très bien. J'ai choisi Félix Tshisekedi, je soutiens Félix Tshisekedi pas par conviction. Parce que déjà, je ne l'ai pas voté. Vous savez que le vote est un secret, mais après les élections, je peux l'assumer aujourd'hui. Je dis que je ne l'ai pas voté. Je travaillais pour un candidat président de la République. Malheureusement, il a quitté le processus électoral. Pourquoi j'ai choisi Félix Tshisekedi? C'était pour des objectifs précis. Félix Tshisekedi est dans une posture où il est en coalition avec un régime sanguinaire. Nous nous sommes dit que le fait qu'il coalise avec ces gens nous donne la possibilité, l'opportunité, la possibilité de procéder à un changement, à un bon qualitatif de la gouvernance. D'où nous avons une alliance avec Félix, celle des résultats. Il doit poser des actes qui entrent en ligne de compte du développement et du bien-être social de notre population. Voilà pourquoi je suis avec lui. Je ne suis pas membre de l'UDPS, je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais élu Félix Tshisekedi, mais il est président de la République voté par une frange importante de notre population. Ainsi, nous nous sommes dit, nous avons la possibilité à travers lui, qui connaît les combats, qui connaît les affres de la dictature, la souffrance dans ces pays, la pénurie, il y a nécessité qu'avec lui, nous améliorons la gouvernance. Voilà. Très bien. Alors, revenez à ma question. Je reviens sur ce qui est de Martin Fayoulou. Moi, ce qui me fait quand même mal, c'est d'avoir dans notre pays une opposition qui véritablement ne fait pas une bonne lecture des enjeux, que ce soit des enjeux politiques, socio-économiques, sécuritaires et des enjeux sanitaires, je veux dire. Nous avons une opposition toujours téléguidée qui ne sait pas prendre la mesure de la chose, agir consécutivement par rapport à ce qui est priorité pour le peuple congolais. C'est malheureux. Nous voulons une opposition véritablement
forte. Pas une opposition basée sur des convictions ethno-tribales. Pas une opposition basée sur, je dirais, des rancines personnelles. Oui, mais là, nous devons surmonter cette étape. Vous détournez de ma question. Nous devons surmonter. Non, je suis en train de poser des fondamentaux. C'est très important. Allez-y. Parce que l'opposition doit participer véritablement à l'exercice démocratique. Et cette opposition doit être une alternative, doit être celle qui propose, celle qui critique l'action gouvernementale pour l'améliorer pour le bien-être des Congolais. Mais malheureusement, nous avons une opposition que nous savons, de gens qui ne sont pas préparés. Une fois qu'on vous le mettrez au pouvoir, ils feront pire que ce qu'ils décriaient. D'ailleurs, la plupart des gens qui font l'opposition ont été avec Kabila de manière individuelle. Je ne sais pas leur apport sur ce qui est de la bonne marche de notre pays. Ils ont quitté Kabila après qu'il s'est enrichi et aujourd'hui sont devenus des donneurs de leçons. Donc on pose un problème, une problématique globale de ce qui est de la géopolitique de l'homme congolais. Tout comme aussi il y a ceux qui ont été avec vous dans l'opposition hier et qui sont aujourd'hui avec Kabila. Pareil, qu'ils soient de Kabila, qu'ils soient de l'opposition, se dit pareil au même. Nous devons passer ces paradigmes, cette étape pour avoir des hommes véritablement tournés vers l'idée du bien-être commun. Alors, je reviens à ce que vous dites. Est-ce que du temps de Félix Tshisekedi, on peut encore parler de la répression pendant les marches? Est-ce qu'on peut encore interdire des marches? Moi, je pense que c'est une décision, à mon sens, qui ne favorise pas, bien entendu, l'exercice démocratique. Parce que entre l'ordre et le respect des libertés et des droits fondamentaux des citoyens, il n'y a qu'un pas. C'est l'organisation des services de l'État. D'une part, il y a des gens qui sont en train de revendiquer leurs droits. Et de l'autre côté, il y a le besoin de la sérénité et de la sécurité de ceux qui ne sont pas concernés. Et l'État qui dispose des moyens suffisants pour assurer la régulation et le contrôle social est à même de contenir une manifestation sans pour autant déranger les paisibles citoyens qui vont à leurs préoccupations. J'ai toujours détesté cet argumentaire selon lequel on ne peut pas organiser une manifestation ou on refuserait. D'ailleurs, nous sommes dans un régime de formation, pas d'autorisation. Oui. Et déjà, les constituants a voulu bien mettre cette incise dans notre constitution pour braver les régimes dictatoriaux. Des gens qui se serviront de la loi comme prétexte pour étouffer toute manifestation démocratique. Oui, voilà pourquoi le constituant a dit régime d'information. Ça, c'est l'une des nouveautés de notre constitution. Régime d'information, l'hôtel de ville avait été saisi dans les délais, refusé. Mais malheureusement, on a refusé à les idées des marchés. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en harmonie avec cette décision de l'hôtel de ville. Il y a moyen de disposer des hommes pour encadrer la manifestation de Martin Fayulu. Il est en train d'exprimer, est-ce qu'il y a sa revendication? Il est citoyen congolais, et moi je trouve qu'il est dans les droits les plus légitimes. Les forces de l'ordre devaient tout simplement l'encadrer, et c'est aussi ça l'exercice démocratique. Moi, je ne suis pas d'accord avec des gens qui posent des actes rétrogrades, allant dans ce sens-là, pour de fins politiciennes et égoïstes. Tout ça, on les met dans l'actif du président de la République. Je profite par ailleurs de la même occasion pour fustiger l'attitude et le comportement de certains collaborateurs du chef de l'État qui ne l'aident pas, qui pensent qu'aider le président de la République, c'est le flatter. Aider le président de la République, ce n'est pas avoir un son discordant. Non! Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est en faisant cela que nous aiderons le président de la République à prendre des décisions qui nous soient profitables à nous tous. Alors, vous estimez que vous n'êtes pas d'accord avec la décision de l'hôtel de ville. Alors moi, je me pose encore la question de savoir, est-ce que on a vu la police plusieurs fois escorter Jean-Pierre Bemba, même les mêmes Martin Fayulu ici, jusqu'à chez lui, à Faden House. Alors pourquoi la police ne pouvait-elle pas aussi procéder par les mêmes exercices en lieu et place d'écrever plutôt les pneus de la Jeep de Martin Fayulu? Bon, pourquoi on doit procéder toujours par la brutalité et la violence? Sous réserve de ce que vous dites en rapport avec la crevaison des pneus. Ah, mais vous n'avez qu'à vous informer. Je vais m'informer. Et après, je pourrais me donner un point de vue. Mais vous savez, et ça entre dans les cadres même des réformes de nos services de l'État. Nous avons des services de l'État qui ne sont pas véritablement démocratiques et aussi animés par des gens qui n'ont jamais été pétris
par l'idée de la démocratie. Voyez-vous, les généraux qui sont au niveau de la police, la plupart sont des politiciens qui agissent sur base des dictats politiciens, qui, au lieu de respecter la loi, font tout pour plaire au chef qui est au pouvoir, même si celui-ci ne leur demande pas. Vous pouvez avoir l'agitation qu'il y a au niveau des instances judiciaires, où les procureurs activent des poursuites judiciaires contre toute personne qui ose critiquer le président de la République ou sa famille, même si ces derniers ne leur demandent pas. Donc, ce sont je dirais des excès des ailes, comme ça, que les gens font pour plaire au président de la République. Mais, vous savez bien, le président de la République a dit, il ne voudrait pas qu'on lui fasse un dictateur, il reste droit dans ses bottes, il ne veut pas être un demi-dieu ou un Mobutu Plus. Que de gens qui posent des actes comme ça, qui n'entrent pas dans le cadre de la consolidation de la démocratie, sont des gens à décourager, qu'elles soient proches du président de la République ou qu'elles soient du FCC. Nous devons laisser souffler cette démocratie, pour laquelle nous nous sommes bâtis et même au péril de nous. Alors aujourd'hui, en termes de retombées, s'il faut évaluer la marche organisée par Martin Fayoulou et les idées, qu'est-ce que vous allez dire? D'abord, il faut rappeler qu'il n'y a pas eu une forte mobilisation parce que la marche a été étouffée par la police. Il y a lui-même Martin Fayoulou qui a été, il y a les quelques militants qui ont tenté de se rassembler autour de Martin Fayoulou ont été gazés et dispersés par la police. Alors c'était d'abord quoi l'opportunité d'organiser cette marche? Et aujourd'hui, en termes de retombées, qu'est-ce que Fayoulou et les idées ont gagné à travers l'organisation de cette marche? En faisant un peu la ronde de la capitale, avant que j'en arrive ici, je vis au niveau de Limité, je crois bien à la 16e mairie, je crois c'était une dizaine de personnes avec un drapeau de l'ICD déchiré qui était devant une caméra, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait. Et en venant ici, où il est ri, partout, je n'ai pas vu autant de mobilisation. C'est ça, malheureusement, le mauvais travail, les mauvais services que n'aura la police. Au lieu de laisser ces menifrétins politiques s'effriter de lui-même, Martin Fayoulou n'est pas quand même au lieu de laisser, je reste droit dans mes bottes. C'est un candidat président de la République, deuxième à l'élection présidentielle, selon la CENI. Mais Martin Fayoulou, ce n'est pas un menifrétin. Martin Fayoulou, c'est qui? Martin Fayoulou, c'est une pièce que nous avons constituée. Vous savez que les gens ont soutenu Martin Fayoulou parce que tout simplement, ils voulaient de l'unité de l'opposition, gage de la victoire contre ce régime tyran de Kabila. Ce n'était pas parce que la personne de Martin Fayoulou fascinait. C'est pas parce que la personne de Martin Fayoulou avait fait ses prouesses en République démocratique du Congo. Mais il a su porter aussi. Il a su aussi porter la charge que vous. Vous ne pouvez qu'avoir. Vous ne pouvez qu'avoir. Là où se pose le vrai problème de leadership de Martin Fayoulou. Aujourd'hui, quelqu'un qui a été candidat président de la République, deuxième porté à l'élection présidentielle, par autant de personnes, il a du mal à structurer et organiser son parti politique SID. Vous avez vu un siège de l'ICD à Lemba. Vous en connaissez à Massina. Je peux vous citer, même ici, que ce soit ici à Kinshasa et à l'extérieur, le parti n'est pas éclaté. Contrairement aux partis politiques comme l'UDPS, l'UNC et le MLC, il n'a même pas pu profiter de ces gains, de cette sorte de musique politique pour véritablement s'asseoir en vrai leader. Aujourd'hui, il a du mal à organiser son parti politique. C'est ce qui montre qu'il est un menifrétin politique. Et encore, avec la guerre qu'il y a à l'interne au niveau de l'Amouka, cette guerre de leadership, Martin Fayoulou finira bien entendu à s'effriter. Il vient de prendre la coordination de l'Amouka pour 6 mois. Alors je me pose aussi la question de savoir pourquoi seulement 6 mois quand Martin Fayoulou prend les rênes de cette plateforme. Pourquoi les 6 mois n'ont pas commencé avec Katumbi qui a été les premiers à la diriger? En fait, je rentre sur ce que vous avez dit tantôt au sujet de l'opportunité de la manifestation. Je trouve que c'est tout simplement de la supercherie politique. C'est pour monter des enchères. Non, mais il y a une partie de la République qui était menacée. Est-ce que ce n'était pas une occasion aussi pour Martin Fayoulou mon frère, organiser une marche en vue de défendre l'intégrité nationale? Un homme politique est guidé par des choses. L'opportunité, mais aussi la nécessité de son action politique. Le président de la République a déjà pris une mesure allant dans ce sens-là. Pourquoi organiser une marche qui n'a plus d'utilité, qui ne servira à rien? Donc il est allé s'amuser dans la rue. Il a appelé les Congolais d'aller dans la rue pour s'amuser. Parce qu'il y a déjà une décision du président de la République. Et dans le Conseil des ministres, le président en a fait mention.
une commission est mise à pied d'œuvre pour mener des investigations, évaluer cette situation des Minembwe pour justement faire des propositions qui seront soumises au président de la République. Donc, cette question d'abord, on a suspendu l'installation de la commune urbano-rurale, la commune rurale des Minembwe. Je trouve qu'on a vidé le contenu même de cette manifestation. On a suspendu, certes, mais vous êtes juriste, on va pas annuler un décret par une simple parole. Non, écoutez. Le président de la République a, bien entendu, par ce qu'on appelle les principes des parallélismes des fonds des formes, cette décision émane du Premier ministre par un décret. Et donc, le Premier ministre est membre du gouvernement de la République. Le président de la République a donné sa parole. Vous savez que la parole du président de la République fait même, je dirais, force de loi. Parce que quand le président s'exprime, il doit être tenu par sa parole. Il doit avoir, je dirais, le respect de sa parole. C'est à partir de ça qu'on trouve où on reconnaît la sincérité d'un homme d'État. Et le président de la République a donné sa parole sur cette question. Il revient alors au Premier ministre, parce que le président de la République ne peut pas imposer au Premier ministre. C'est son collaborateur, bien entendu, parce que le Premier ministre est chef de l'exécutif. Comme collaborateur, le président de la République va lui donner des injonctions pour que cette dernier abroge l'arrêté de Matata Ponyo. Je trouve qu'il faut être optimiste. Dans les jours qui viennent, une décision définitive sera trouvée quant à la situation des Minembwe. Moi, je ne pense pas qu'à 7 heures, à l'heure où nous sommes arrivés, comme le président a déjà dit qu'une commission serait instituée, il reviendra sur sa parole. Il faut croire au président de la République. Nous restons confiants. Cette décision salutaire a soulagé le peuple congolais dans son ensemble. En fait, nous sommes en train de corriger les erreurs commises par les régimes dictatoriaux, régime de prédation qui a, je dirais, détruit systématiquement la République démocratique du Congo. Et être chef d'État, c'est assumer les actifs, mais aussi les passifs. Voilà pourquoi le président de la République a donné de la voix sur cette question. Très bien, on va évoluer, on va prendre le deuxième thème de l'émission, mais avant cela, Martin Fayulu prend les rênes de la Mouka pour 6 mois. Pourquoi 6 mois quand Martin Fayulu accède à la tête de la Mouka, alors que pour tous ses 3 prédécesseurs, c'était 3 mois. Est-ce que Martin Fayulu n'est-il pas dans la voie de s'accaparer de la Mouka comme il a fait avec la dynamique de l'opposition? En fait, moi je parlais avec jeu de relations privilégiées avec beaucoup de personnalités de la Mouka. Certaines d'entre elles me disent, en réalité, la question fondamentale qui divise, c'est cette fameuse vérité des urnes. Parce qu'en réalité, les gens nous ont dit, c'est vrai, les élections ont été organisées avec beaucoup d'irrégularités, mais nous ne pouvons pas, nous, membres de la MOCA, qui avons combattu contre la dictature dans ces pays, servir des béquilles à Kabila de se réagardir. Ainsi, nous soutenons Félix Tshisekedi, qui se trouve être l'un parmi nous. Voilà pourquoi beaucoup de membres de la MOCA sont en opposition farouche contre Martin Fayulu. Ils disent le contenu même, le leitmotiv même de la MOCA est vidé carrément. Parce qu'on ne peut plus parler de la question de vérité des urnes au moment où nous avons un président établi en droit, au travers l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, il est pour nous moins sage, mais aussi politiquement incorrect de revenir sur cette question. Ainsi, ils ne le disent pas à haute voix. Ils ne le disent pas pour des raisons de frustration ou encore de déstabiliser cet élan de l'opposition. Mais ils nous le disent, entre frères, ils disent cette question de vérité des urnes ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, il n'a pas de substance, mais Martin Fayulu s'en sert tout simplement pour se donner un peu de l'importance et du poids politique. En réalité, il devait changer, migrer vers des questions véritablement qui préoccupent le peuple congolais. Critiquer, par exemple, l'action gouvernementale. Il a fait ce mercredi. Critiquer l'action gouvernementale, la question de la gratuité de l'enseignement, remettre en cause, par exemple, la gestion du Parlement, remettre en cause, c'est ça l'essence de l'opposition. Mais quand l'opposition s'accroche, vérité des urnes, ça vient pratiquement comme de la théâtralisation de la scène politique. Voilà pourquoi beaucoup de leaders
n'ont pas le cœur dans la Moka, mais ils ne peuvent pas essayer de le solidariser parce que ça risque de créer des remous. Ainsi, il le laisse Martin Fayulu avec son Lamoka, parce qu'ils en ont maintenant plusieurs. Lui a son Lamoka, lui et son frère de la même tribu, de la même province, d'ailleurs, le Grand Bandundu, qui dictent leur action politique basée sur la haine. Ça, c'est bien dommage. Les autres les regardent, mais ne peuvent pas poser des actes allant dans le sens contraire pour ne pas s'attirer la foudre de l'opinion. Très bien. Prenons l'audience qu'a accordé le président de la République, Félix Tshisekedi, à Janine Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba, respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. Au menu, l'affaire Cour constitutionnelle, c'est le dysfonctionnement qu'on peut observer au sein de cette institution. Les présidents des deux chambres du Parlement sont restés catégoriques à leur décision. Ces trois juges ne doivent pas prêter serment. Il y a des irrégularités dans leur nomination. Alors aujourd'hui, est-ce que les présidents de la République est-il défié par Janine Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba? Il y a mon professeur Ignace Mokaba qui est décédé, qui a écrit un manuel d'éducation à la citoyenneté. Il est professeur de sociologie. Il était professeur de sociologie à l'université de Kinshasa. Dans son ouvrage, il dit, lorsqu'il parle de la personnalité de base des catégories socio-professionnelles des Congolais, il dit, dans la page 157 de son ouvrage, lorsque une femme est instruite et que cette dernière entre dans l'escroquerie, elle est plus dangereuse que les hommes. C'est ça. Et ce sont des études qui ont été menées et ces études ont donné ces résultats. Ça veut dire, je peux le dire à Lingala, ce que moi, sur Atanga Kelasi, à Kotina Makamba Moyibi, à Rosala Moyibi Koleka, c'est le cas de Madame Ouchukotanga. C'est dommage. Je lis les communiqués de presse de la cellule de presse du Parlement. C'est incroyable. De gens qui font un communiqué qui est contraire à la réalité et à l'esprit. Dans ce communiqué, ils disent qu'ils ont stigmatisé la décision du président de la République, les récentes ordonnances du président de la République relatives à la nomination de remplacement des deux juges de la Cour constitutionnelle, mais aussi ils ont émis levé à s'accrocher au respect de la Constitution. Fausseté. Le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. C'est pas Janine Mabunda et son ami Thambwe Mwamba de critiquer les décisions du président de la République. Non. Fausseté. Et de deux, ils disent qu'ils s'accrochent au respect de la Constitution. Mais madame doit éclairer les débats au sein de l'Assemblée nationale. Elle a instauré la dictature qui ne dit pas son nom. Quelqu'un qui veut s'accrocher au respect des textes démocratiques, mais qui ne favorise même pas la démocratie au sein de son institution. C'est contradictoire. Moi, je lis les communiqués de la cellule de presse du président de la République, du département de la communication du président de la République. C'était pas ça. Hier, cette réunion était à l'initiative du président de la République. C'est le président de la République qui a accordé une audience. Vous avez bien fait de les mentionner. Ce n'était pas une réunion interinstitutionnelle. Les deux ont sollicité une rencontre. Je vis ce genre dans l'air communiqué dire que c'était une réunion institutionnelle. Qui convoque la réunion institutionnelle? Seul le président de la République. Et c'est lui qui détermine les modalités d'application, mais aussi... Et même les formats. Même les sujets à traiter. Ce n'est pas à Mabunda de dire qu'elle a convoqué une réunion interinstitutionnelle ou au président du Sénat. Donc, une deuxième fausseté, ce n'était pas une réunion interinstitutionnelle, c'était une audience l'air accordée par le président de la République pour leur rappeler les respects et l'attachement au texte de notre République. Moi, je pense que cette question est déjà conjuguée au passé. Le président de la République ne reviendra jamais sur cette décision. S'ils ont produit ces communiqués, c'est pour tout simplement jeter des remous dans l'opinion, comme quoi ils se seraient rencontrés avec le président de la République et en face, il leur aurait dit de respecter la Constitution, alors que ce n'était pas le cas. Janine Mabunda, mensonge d'État. Mabunda et Thambwe Mwamba nous rappelle que la nomination ou les remplacements de ces juges au niveau de la Cour constitutionnelle ont été ils l'ont rappelé au président de la République. Eux nous le rappellent sur base d'un communiqué que je qualifie de chiffon. On ne connaît pas ce qui a été dit en interne entre les présidents de la République et les présidents des deux chambres du Parlement. Mais selon ces communiqués, entre le président de la les République, deux fustigent les caractères illégaux en ce qui concerne la nomination ou les remplacements de ces juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'au niveau juridique, sur le plan juridique, vous êtes juriste, est-ce que la nomination ou les remplacements de ces deux juges au niveau de la Cour constitutionnelle est-elle entachée d'irrégularité? je suis entré, d'ailleurs, ça c'est une précision,
Je ne suis pas juriste. Ah, ok. Je suis sociologue. Ok. Mais bon, voilà, quand vous êtes intellectuel, on est un peu touche à tout. Nous sommes entrés dans l'arène politique. Et aller dans l'arène politique suppose avoir des notions élémentaires en économie, en droit, aussi bien qu'en sciences politiques. Malheureusement, nos aînés, ceux qui nous ont précédés, sont venus avec cette politique de nivellement vers les bas qui venait insulter. Et le peuple qui, de plus en plus, commence à avoir de la maturité, l'air sanctionnera très bientôt aux élections de 2023. Je reviens sur cette question au sujet de la question de la régularité. De la régularité. De cette ordonnance. En fait, le président de la République a isé de sa sagesse. Vous savez que la Cour constitutionnelle, c'est les derniers remparts en termes de juridiction dans notre pays. C'est la sommité, c'est la fin. Donc, c'est le niveau ultime dans l'architecture juridique d'un pays. Nous avons des juridictions d'ordre judiciaire et des juridictions d'ordre administratif. Et la Cour constitutionnelle chapeaute, c'est vraiment au-dessus. Aux États-Unis d'Amérique et partout, d'après l'esprit des législateurs, cette Cour constitutionnelle est les garants de l'exercice démocratique. Elle est constituée des gens qui sont qui ont distingué dans la société du fait de leur intégrité morale, mais aussi à cause de leurs compétences. Mais malheureusement, nous y avons vu dans la Cour constitutionnelle des juges soupçonnés de corruption. C'est grave quand un juge de la Cour constitutionnelle, un sage, est soupçonné de corruption. En date, nous avons les événements lors de l'élection des sénateurs, mais aussi des gouverneurs. Nous avons pris qu'il y a eu des corruptions à grande échelle. On a assisté validation, révalidation, invalidation, dévalidation, révalidation de la part des actions de ces juges corrompus. Et le président de la République, prenant la chose en main, il s'est dit, il y a lieu de je dirais réformer la Cour constitutionnelle, rétablir, je dirais même l'image ternie de la Cour constitutionnelle. Ainsi, il a procédé au remplacement de la Cour de ces deux juges. Mais il y a quelque chose de très important qu'il faut relever. Le président de la République nomme les deux juges sur proposition de la Cour, du Conseil supérieur de la magistrature qui a autorité et pouvoir sur le juge. Donc le président de la République n'a pas passé outre la procédure édictée à la matière. Il a suivi les protocoles édictés. Il s'est recouru à la proposition du Conseil supérieur de la magistrature qui a autorité, qui a pouvoir sur ces deux juges. Et à partir de ce moment, il n'y a pas d'irrégularité. Oui, mais comment expliquez-vous aujourd'hui l'opposition des Mabunda et Tambwe Mwamba en ce qui concerne la prestation des serments de ces deux juges? L'opposition, moi, je n'en vois pas. Il s'amise à une action de complaisance, à la surenchère politique. Moi, je pense que cette question est déjà révolue. Ces gens ont tendance, parce qu'ils savent que la Cour constitutionnelle a beaucoup de vocations. La Cour constitutionnelle et les juges électifs, ces gens en matière élective, les juges, la Cour constitutionnelle et les juges constitutionnels en termes de constitutionnalité des textes de loi. La Cour constitutionnelle et les juges électoraux quand ils siègent en termes de contentieux électoraux. Et la Cour constitutionnelle est la juridiction compétente, la juridiction habilitée à juger du président de la République et du Premier ministre. Et donc, à partir de ce moment-là, les FCC voudraient à tout prix avoir une main basse sur la Cour constitutionnelle pour, enfin, de la dicter pour des intérêts et des motivations politiciens. Et à partir du moment où ils constatent qu'ils sont en train de perdre leur influence au sein de la Cour constitutionnelle, voilà pourquoi ils s'accrochent. Je vais vous dire, il y a tout récemment l'audio de Mendy qui était clair sur cette question. Nous sommes en train de perdre notre influence. Et donc, pour ne pas perdre cette influence qui leur sera désavantagée lors des élections de 2016, elles font tout. Elles vont à guerre contre les institutions de 2023. Ils vont en guerre contre les institutions de la République, contre les présidents de la République. Mais cette démarche, leur démarche est vouée à l'échec. C'est voué à l'échec. Le président de la République est resté légaliste et respectueux des lois de la République. Le peuple congolais a vu comment les choses se sont, la véhémence de ces débats, et le peuple a pris position. Très bien, chutons avec l'interview du ministre de la décentralisation, Azarias Robert, sur qui beaucoup de choses ont été dites la semaine passée.
l'affaire Minembwe qui a défrayé la chronique. Azarias Ruberwa s'est expliqué. Il a donné sa version des faits. L'affaire Minembwe a commencé en 2013 avec Matata Pogno. Lui, il faisait encore l'opposition, ce sont ses propos. Elle a été réactivée avec Bruno Tchibala sur proposition de lui-même Ruberwa, encore à la tête du ministère de la décentralisation, et de Mova Sakani, à l'époque ministre de l'Intérieur. Alors aujourd'hui, comment on a oublié Bruno Tchibala qui a réactivé les dossiers Minembwe et on s'attaque à Azarias Ruberwa seulement? Je vais vous dire une chose. Vous savez que la plupart des hommes politiques ici, de l'ethnie de l'ethnie Banyamulenge qui n'existait déjà pas, l'ethnie Banyamulenge n'existait pas en République démocratique du Congo. Ça c'est selon vous, mais les présidents ont reconnu. Non, en fait, les Banyamulenge comme étant des Congolais. Il y a un monsieur, la première personne à appeler cette ethnie Banyamulenge, c'est Gisaro Muoza. Banya, qui veut dire les gens qui habitent Mulenge, la montagne de Mulenge. Quand ils sont venus, ils s'étaient installés à Mulenge et à Katoko, et une autre montagne. Pour identifier les ressortissants de cette montagne, voilà pourquoi Gisaro Muoza a utilisé ce concept de Banya Mulenge, les gens qui habitent Mulenge. Mais quand vous répertoriez dans nos cultures, vous ne verrez pas une ethnie appelée Banya Mulenge. Mais quand cela ne tienne, ces gens, pour la plupart, une ethnie minorité, mais qui a embrigadé les institutions de la République. C'est très dangereux. Ils sont des officiers supérieurs, ils sont dans l'armée, ils sont dans les renseignements, ils sont même dans nos délégations, dans la délégation gouvernementale au niveau de notre politique. Ils sont partout. Ils sont partout. Ça m'intrigue. Une petite minorité, ethnique, selon eux, mais qui dirige l'État, qui occupe des fonctions de première ère, mais aussi des fonctions éminemment stratégiques de la République. Et puis, une autre chose, comme ces gens sont des hypocrites, ils n'ont jamais été sincères avec nous, la plupart d'entre eux sont des pasteurs, des hommes de Dieu. À l'instar de Ruberwa. En fait, ils ont étudié la mentalité des Congolais. Ils savent que les Congolais, quand vous l'amenez la Bible, quand vous l'amenez la religion, ça lui interdit de réfléchir. Voilà pourquoi ils utilisent la foi pour faire passer leur besogne en douceur. Monsieur Azarias Ruberwa est entré, son discours fait rire. Il doit expliquer cela aux petits enfants. Est-ce que c'est un discours qui n'est pas fondé? Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez que quand on est en politique, vous devez lire ce qui est visible et lire ce qui est invisible. Ça veut dire les causes latentes, les profondeurs. Nous avons d'ailleurs dans ces pays des institutions doublées où vous avez un vrai commandement de l'armée qui est visible et vous avez un autre commandement de l'armée invisible que les gens ne voient pas. Je vais vous donner un exemple. Lors des manifestations de marche des chrétiens, j'étais à l'époque à Nodassa avec le CLC. J'ai assisté à une manifestation où les généraux qui chapeautait cette troupe, c'était le général, le nom va revenir après. Mais le commandant, le chef, le commandant des opérations, c'était un Rwandais. Je ne le cache pas, un Rwandais. J'ai regardé la face de ce monsieur. Il vous a brandi son passeport? En fait, ce monsieur, mais vous ne pouvez qu'à voir. Vous savez que le Congolais se retrouve toujours. C'est facile. Oui, mais on peut aussi dire des c'est facile. C'est facile. Le général aussi l'a admis. Il en a dit à un de nos professeurs, je cite le professeur Kalele, il a dit que le monsieur qui est à côté de moi, je ne le maîtrise pas. Ça veut dire qu'on a installé ce système de doublure au sein de l'armée, où on met à l'avant-plat des Congolais, des fils de ces pays, doubler des expatriés, des étrangers, notamment des Rwandais, pour que ces derniers surveillent nos commandants. Au moment où vous posez un acte qui est contraire à la ligne édictée par la hiérarchie, ces derniers vous accusera. Et c'est comme ça que beaucoup de nos officiers sont étouffés, soit par des poisons, soit tués, soit forcés à aller en exil. Oui, mais les décrets Richard Minembwe étaient en sursis. C'est Tchibala qui l'a réactivé sur proposition de Mova Ruberwa. En allant dans cette analogie, je voulais tout simplement vous dire que Ruberwa a toujours été au pouvoir de Kabila. Il a passé toujours dans les vides. Toujours. 2006, il a joué un rôle. Il a joué un rôle. Il a joué un rôle. L'opposition. Il a joué un rôle fondamental. Non, mais ça c'est une position. Quelle opposition? Il a fait l'opposition. Quelle opposition? Il était où? Vous l'avez où? Vous avez vu Ruberwa dans quel rassemblement de l'opposition? Dans quelle manifestation de l'opposition? Dans quelle activité de l'opposition? Laquelle? Ruberwa n'a jamais été de l'opposition.
Ce sont des infiltrés qu'on a voulu distiller au sein de l'opposition. Dans les dialogues organisés par Kodjo aussi, Rouberoua faisait partie de l'opposition. Mais voyez, ça c'est aussi une vraie blague, une vraie mascarade, vous le savez si bien. Et c'est là qu'il a pu accéder au ministère de la décentralisation. Mon frère, ne soyez pas naïf. Rouberoua a toujours été l'agent du régime de Kabila. Il a joué un rôle très déterminant dans l'installation de ces régimes de l'AFDEL et il n'a jamais quitté. Tout ce qu'il faisait, c'était tout simplement de la mascarade, de la comédie. Les gens non avisés, les gens qui regardent la politique de manière superficielle se disaient qu'il est de l'opposition. Alors en réalité, c'était un agent du régime de Kabila qui jouait un rôle très important. Pourquoi aujourd'hui vous laissez Bruno Tchiba, l'ancien premier ministre, tranquille, mais vous vous acharnez beaucoup plus sur Rouberoua et Mova? Écoutez, Mova aussi est tranquille. Écoutez. Dans ce débat, dans tout ce débat, qui vous avez vu avoir du zèle, autant d'enthousiasme et autant d'engagement comme Rouberoua? Il n'y en a pas. Citez-moi une seule personnalité. Même son frère, Niabougabou, n'a pas pris de manière proactive dans cette question. Et c'est Rouberoua qui est à l'avant-plan. C'est lui qui est à la conception de la stratégie. Monsieur que vous citez, Nani, comment on l'appelle? Bruno Tchibala. Bruno Tchibala était un débauché qui a rejoint librement le FCC et du coup, il devait jouer sa partition dans ce système. Et le système lui a dit s'il ne l'arrêtait. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Rouberoua a dit, vous vous acharnez sur lui simplement parce qu'il fait partie des Banyamuleng. Si c'était un autre ministre appartenant à une autre ethnie, on n'aurait peut-être pas entendu tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Mais il a bien fait de le rappeler. Et comme il le savait, pourquoi il n'a pas envoyé notre ministre? Pourquoi lui-même, en personne, s'est allé? C'était ses prérogatives. C'était ses prérogatives. Il est allé sans le ministre de l'Intérieur. Il était en déplacement. Monsieur Rouberoua, tout simplement, est en train de jouer, de nous amuser du peuple congolais. Le président de la République a été clair. Je ne vois pas l'opportunité de cette déclaration. En réalité, ce monsieur doit boucler sa bouche. Le président de la République, lors du Conseil des ministres... Beaucoup de choses ont été dites sur lui. Il avait quand même aussi les droits. Mais le président de la République lui a demandé, dans le Conseil des ministres, de ne pas s'exprimer sur cette question. Il a dit c'est faux. Le président... Donc voilà, il veut maintenant poser la parole du président de la République. Il a rappelé hier. Nous, on n'en a pas pris part. On n'a pas pris part. Nous n'avons pas pris part à ce Conseil des ministres. Mais selon nos sources, nous apprenons que le président de la République avait demandé, bien évidemment, à M. Rouberoua, étant donné qu'il était était impliqué, remis en cause dans cette question, de prendre ses distances et de ne pas se prononcer sur cette question. Mais bon, voilà, nous avons des ministres qui obéissent au dictat de leur plateforme politique, qui par moment défient l'autorité du président de la République. Vous en avez, vous ne pouvez que suivre les propos de Tambwe Mwamba, qui donnait les cours des droits constitutionnels au président de la République, s'il vous plaît, sur la place publique. Et de pareils égarements, nous en avons vu enregistrer autant. Et le président de la République, qui ne veut pas être dictateur, laisse la justice de faire son travail. C'est la justice estime qu'il y a eu des propos outrageants, désobligeants, mais qui aussi frisent les désharmonies et des articulations des institutions. Et c'est la justice de faire son travail. C'est pas, il ne revient pas au président de la République. Rouberoua dit en outre, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit par rapport au dernier Conseil des ministres est faux. Il n'y a pas eu échange houleux entre lui et le président de la République. Tout s'est passé dans l'ordre, tout est passé dans les calmes. Donc tout ce que vous racontez ici est faux. Dans ce Conseil des ministres, d'après nos informations, il était comme un chien mouillé. Un chien mouillé. C'est toujours comme ça. Je vous rappelle aussi le Conseil des ministres, lors le dernier Conseil des ministres de Tundwa Kasende. Après qu'il ait fait des bruits là-bas, quand il était rappelé au Conseil des ministres, il s'est tué. C'est leur manière. Là-bas, ils ne parlent pas. Quand ils sortent, ils viennent avec des âneries. Mais le président de la République, qui se trouve être l'institution, la première institution du pays, ne peut pas aller dans des considérations et dans des débats des bas étages. Voilà pourquoi à un moment, il s'était. Et les gens estiment que son silence est par exemple comparable à la faiblesse ou encore au manque de pouvoir. Mais tout simplement, c'est la grandeur. Un président de la République ne s'invite pas tout le temps dans les débats publics. Il a un travail harassant, celui d'améliorer les conditions du peuple congolais. Vous appelez Azarias Rouberoua à la démission et il vous a répondu. Il n'a commis aucune faute. S'il l'avait commise,
il aurait déjà quitté le gouvernement, mais là, il ne se rapproche de rien, il ne va pas quitter. Tout ce qu'il appelle à démissionner, ce sont des jaloux, ce sont des haineux. Donc vous êtes jaloux, vous êtes haineux parce que vous voulez que Roubaix quitte le gouvernement alors qu'il n'a rien fait. Ce sont ses propos. Mais vous savez que Roubaix ne quittera pas le pouvoir tant que son protecteur Kabila sera encore là. Donc Félix ne représente rien pour Roubaix. Non, les protecteurs des Kabila sont dans une alliance, non? Vous savez que nous sommes dans une coalition où le FCC a 70% des institutions de l'État. Ça, c'est une évidence. Devant les évidences, on ne polémique pas. Ces gens ont une force politique qui a été boutiquée lors des dernières élections. Et c'est à cause de cette force politique, je dirais, montée de toutes pièces, qui leur permettent d'avoir un mot. Kabila était une personne à oublier. Mais c'est à cause de cette majorité factice montée de toutes pièces qu'il peut encore aujourd'hui se prévaloir un droit dans notre pays. Nous demandons au peuple congolais d'ouvrir l'œil. Vous êtes des jaloux et haineux vis-à-vis des Roubaix. Non, vous enviez son poste. Mais écoutez, moi j'ai passé tout mon temps presque au Congo central. Au Congo central, nous sommes frontaliers avec l'Angola. Nous avons vécu dans nos villages avec les Angolais, qu'on appelle les Bazombo. Les Bazombo ont occupé de hautes charges, même dans nos administrations, même dans nos entreprises. Ils n'ont jamais dérangé. Ces gens n'ont jamais posé de problème. Lorsque une ethnie fait l'objet de stigmatisation de la part des autres ethnies, c'est que c'est cette ethnie qui pose problème. Les Banyamulenge n'ont jamais été sincères avec nous. Voilà pourquoi ils sont en train de subir ce qui est les fruits de la trahison. Très bien, c'était là vos derniers propos au cours de cette émission. Héritier Rachi, merci de votre passage. Alors, en quelques secondes, vous allez regarder la caméra, votre dernier message au public et vos coordonnées à tous ceux qui voudront poursuivre l'échange avec vous. Je suis en train de mener une campagne bientôt parce que le respect de la personnalité doit être notre leitmotiv. Nous assistons à partir, je crois, depuis toutes ces années, à ce problème récurrent de manque d'électricité. Le courant est devenu comme une femme de nuit qui vient à minuit et qui quitte à 5 heures. Alors que nous payons nos factures régulièrement d'ailleurs. La SNEL a l'obligation de nous produire les services qui est, les courants électriques, parce que nous payons nos factures. Je lance cette campagne. Pas de factures, pas de courant. Pas du courant, pas de factures. Tant qu'on ne nous donnera pas du courant, nous ne payerons pas de factures. Je laisse mes coordonnées. Plus 243 82 37 15 753. Plus 243 82 37 15 753. Que Dieu bénisse le Congo. Fin de cette émission qui a connu la participation technique de Jacob et Gaël. Merci également à vous, fidèles internautes, pour votre sympathique attention. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.